Ils s'appellent Quentin, Hugo et Philomène. Ils font partie de ce qu'on appelle la Gen Z, la génération Z, c'est-à-dire tous les jeunes nés entre 1996 et 2015. Souvent dépeintes comme désintéressés de la politique, considérés parfois comme abstentionnistes, une partie de cette génération est appelée à voter pour la première fois à une élection présidentielle. J'ai décidé d'aller à leur rencontre et d'écouter leurs attentes. Ils m'ont parlé de leur vie, de leurs envies et ont abordé avec moi les grands thèmes de la campagne, du pouvoir d'achat à l'écologie en passant par l'égalité ou encore l'emploi. Ils sont ceux qui donneront leur première voix. Température record partout dans le monde, inondations monumentales et feux de forêt historiques. Alors que notre maison brûle, une génération a décidé de ne pas regarder ailleurs. Selon une étude publiée dans The Lancet, 74% des Français de 16 à 25 ans sont inquiets de l'avenir climatique et écologique. Cette anxiété s'est vite transformée en colère, et cette colère a engendré le mouvement Youth for Climate porté par Greta Thunberg et des manifestations dans les plus grandes villes du monde. Philomène y a été particulièrement sensible. À Nantes, elle défile aux côtés de milliers d'autres jeunes. Elle va même plus loin en se chargeant d'être le relais du mouvement dans son lycée. Youth for Climate avait contacté tous les lycées de Nantes pour pouvoir organiser la manifestation tous ensemble avec les lycéens. J'avais pris part à cette organisation, on avait fait des affiches, on devait mobiliser autour de nous toutes les personnes qui pouvaient participer à la manifestation avec nous. On avait fait des ateliers pancartes tous ensemble, etc. Donc il y avait vraiment un côté convivial de préparation de manifestation. Tri des déchets, coton démaquillant réutilisable. Au quotidien, Philomène a inclus le maximum de petits gestes pour réduire son empreinte écologique. Jusqu'à son téléphone, éco-responsable. C'est un Fairphone, ça fait 1 an que je l'ai. Il est fait en matériaux recyclés, il est fait aux Pays-Bas. Et en fait, le concept, c'est que toutes les pièces du téléphone sont remplaçables. Donc, c'est-à-dire que je peux vraiment totalement le démonter. Je peux enlever la batterie et là, je peux dévisser toutes les vis pour changer, que ce soit la caméra, le capteur. Toutes les pièces sont changeables. C'est fait pour durer le plus longtemps possible et c'est vraiment à l'encontre de l'obsolescence programmée comme on connaît sur tous les téléphones aujourd'hui. Mais pour elle, ce n'est pas assez. Il faut que l'État prenne sa part de responsabilité et soit bien plus engagé sur le plan du climat. Urgence climatique, il y a le mot urgence et quand il y a des urgences, il faut que s'en occuper et je pense que l'État doit être le premier acteur sur ce point-là. Il y a eu des discours, il y a eu des belles paroles, mais pour moi, il y a eu vraiment beaucoup trop peu d'actions. C'était pas un quinquennat porté du tout sur l'écologie. C'est un échec. Je pense que personnellement, je vois ça comme un échec. Il y a plusieurs candidats, Yannick Jadot et Anne Hidalgo notamment, qui proposent d'inscrire dans la Constitution l'obligation de lutter contre le réchauffement climatique. Est-ce que tu penses que c'est une étape qu'il faut franchir pour justement lutter contre le réchauffement climatique? En effet, si ce ne sont pas juste des belles paroles et des belles promesses et que ces moyens-là permettent ensuite de faire des actions concrètes qui permettent de vraiment lutter vraiment contre le réchauffement climatique, je pense que ça peut être une étape super importante et super intéressante. En pleine campagne, l'écologie est l'occasion de parler des conditions d'habitation, alors que près de 5 millions de logements sont des passoires thermiques. Le cœur de l'activité de Quentin se situe dans la rénovation énergétique, c'est-à-dire qu'il lutte à son échelle contre les maisons trop gourmandes en énergie. Un chantier d'isolation sous rampant. En fait, les sous-rampants, c'est sous la couverture. Donc on vient après une société qui faisait du 1 €, qui a mal fait son travail en fait, et où tout tombe en fait, tout est mal agrafé, l'isolation c'est pas la bonne résistance thermique, etc. Donc on est en train de tout reprendre, donc avec les produits ici et les produits ici, d'accord. Et on va tout refaire en fait l'ensemble de l'isolation de la couverture. Quentin a compris l'importance d'avoir des logements propres énergétiquement. Et il voit d'un bon œil la décision de certains candidats de pousser la lutte contre ces passoires thermiques. Il faut connaître le programme, il faut connaître les conditions, il faut d'abord avoir toutes ces choses-là, les plafonds, les montants des subventions, etc. Mais c'est quelque chose qui pourrait être vachement intéressant, c'est sûr. Aujourd'hui, on voit des maisons vraiment où il n'y a pas d'isolation, beaucoup de maisons qui sont encore en simple vitrage, qui ont une vieille chaudière fuel, qui consomment, qui ont des très vieux radiateurs. Non, oui, je pense que c'est super important. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de la proposition d'Anne Hidalgo que l'État finance justement ces rénovations énergétiques? Je pense que c'est important aussi que le propriétaire se mouille, c'est-à-dire que
Le propriétaire aussi est propriétaire, il est passé devant le notaire, c'est sa maison. Donc c'est aussi à lui de prendre ses responsabilités et de prendre en charge une partie de ses rénovations. Je pense que c'est pas non plus à l'État de tout payer. Je pense pas non plus que ce soit la solution. Je retrouve Hugo, notre agriculteur à Haute-Sierck. La question de l'écologie fait partie de son quotidien. Dans ses champs, il exprime sa volonté de coller à ce qu'attend de lui la société et fait tout pour mettre en place des techniques plus respectueuses de la terre sans qu'elles soient particulièrement moins productives. Avant d'avoir du blé dans cette parcelle-là, on avait du maïs l'année dernière. C'est la première fois qu'on en fait sur la ferme. L'avantage d'avoir du maïs dans la rotation, c'est que ça permet d'apporter une culture de printemps dans la rotation, donc il va revenir tous les 3 ou 4 ans. Et ça permet de briser ainsi le cycle des adventices, des mauvaises herbes, ce qui va nous permettre ensuite de mettre moins de produits phytosanitaires, moins d'herbicides. Ça facilite l'implantation de cultures comme le blé, sans avoir besoin de labourer. C'est pour ça que là, cette année, on a fait du semi-direct, c'est-à-dire qu'on a semé directement le blé dans les chaumes de maïs. Donc on peut voir ici tout ça, ce sont d'anciennes cannes de maïs qui sont en train de se décomposer maintenant à la surface du sol. Donc ça permet de faire des économies de carburant. Il est cependant tempéré sur la transition écologique dans l'agriculture voulue par plusieurs candidats à la présidentielle et particulièrement sur la volonté affichée de sortie rapide des pesticides et néonicotinoïdes. L'agriculture écologique, c'est pas forcément une agriculture 100% biologique. Ça, je pense qu'il faut déjà le comprendre parce que rien dans le terme de la souveraineté alimentaire, etc. L'agriculture biologique, c'est pas forcément la solution, c'est une solution. Maintenant, des candidats qui veulent que tout passe en 100% biologique, je ne pense pas que ce soit possible, il faut rester rationnel quand même. Par contre, je pense qu'il faut aider les agriculteurs, par exemple, à mettre en œuvre des infrastructures agro-environnementales, par exemple des haies, des choses comme ça. Il y a les politiques qui veulent encore accélérer. Il y a une chose qui est notamment dans le viseur de plusieurs candidats, je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon, je pense à Yannick Jadot, c'est la fin des pesticides. Qu'est-ce que toi tu penses d'une agriculture sans pesticides? Est-ce que pour toi même c'est faisable? Si maintenant on pouvait produire suffisamment de céréales pour nourrir toute la population française, à la limite on devrait réfléchir, mais on ne pourrait même pas, il y a des études qui le prouvent, on ne peut pas nourrir toute la population française juste avec les surfaces qu'on a actuellement en France en culture, en bio. Il faut garder en tête que aujourd'hui l'agriculture française est quand même une des plus durables, au monde, en tout cas dans tous les pays développés. C'est nous qui avons le plus de restrictions. Mais je pense que nous-mêmes, agriculteurs, avons déjà une grosse conscience là-dedans écologique. Maintenant, passer tout le monde en bio, ce ne serait pas faisable. Mais déjà que, par exemple, on voit que il y a déjà des surproductions de lait bio, par exemple, parce qu'il n'y a pas les marchés en parallèle non plus. Donc faut aussi garder ça en tête. Merci d'avoir regardé ce deuxième épisode de Première Voix. On retrouvera Quentin, Hugo et Philomène la semaine prochaine. Cette fois-ci, on parlera des inégalités hommes-femmes.